La meilleure des critiques, c'est quand même l'autocritique. Or, moi, je suis bien placée pour le savoir. Je crois que je l'ai beaucoup pratiqué dans ma vie. Au cours des années, je suis parfaitement consciente de ce que j'ai fait de bien, de moins bien, et j'ai pas trop besoin qu'on m'assène des vérités. Bonsoir, elle est belle, elle a un talent fou et elle donne du bonheur à ceux qui viennent la voir. Que demander de plus? Isabelle Huppert, bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'exercice de 7 sur 7 où l'essentiel est ce que vous direz sur la vie du monde et non sur ce que vous pensez de vous, de votre carrière ou de votre dernier film ou du prochain, sur quoi trop souvent on interroge les acteurs. Tous les articles qui vous concernent disent à peu près la même chose. Boulotte timide et rousse à 15 ans, élevée dans une famille où il y avait un frère et 4 sœurs, toutes douées, Jacqueline, Elisabeth, Caroline, Isabelle. Ça, c'est votre côté, les 4 filles du docteur March. Cours du Conservatoire de Versailles, alors que vous êtes encore au lycée. Et puis cours d'art dramatique de la rue Blanche à Paris. Un premier rôle à la télévision avec Claude Santelli. Et puis Faustine et le bel été. Et la petite sœur de Romy Schneider dans César et Rosalie. Ça, c'est votre côté, débutante en douceur. Depuis, le rythme s'est accéléré. À partir de La Dentelière, qui fut le point de départ d'une série de grands rôles et d'à peu près 40 films. Il y a 10 ans d'intervalle, 2 prix d'interprétation, à Cannes en 78 pour Violette Nozière, à Venise en 88 pour Une affaire de femme, 2 Chabrol qui vous ont porté chance et permis de donner le meilleur. Depuis une semaine, c'est au Théâtre Édouard VII à Paris qu'on vous acclame chaque soir. Il y a 12 ans que vous n'aviez pas joué au théâtre et vous voilà bouleversante, fragile et puissante à la fois dans le rôle de Natalia Petrovna, héroïne d'Un mois à la campagne de Tourguenieff, une pièce admirable sur l'amour, la jalousie, le tourment, la destruction. Tous les critiques, excepté 1 ou 2 atrabilaires, vous encensent et semblent même vous redécouvrir. On a écrit jusqu'ici des dizaines d'articles sur votre jeu intérieur, sur votre côté secret, mystérieux, absent, ailleurs, et on voit aujourd'hui une femme violente, vibrante, qui écrit sa passion et sa jalousie avec une totale vérité. Alors s'est-on trompé sur vous depuis des années, ou vous-même avez-vous changé au cours des ans pour devenir cette actrice complète, crédible sur toute la gamme des émotions? Autrement dit, Isabelle Huppert, avez-vous le sentiment d'être en progrès? Oui, j'ai toujours eu le sentiment d'être en progrès. C'est peut-être une de mes forces. J'ai toujours pensé que la vie était une courbe ascendante, même quand elle vous réservait des creux, et elle m'en a réservé. Mais j'ai toujours exigé de moi, en tous les cas, de me donner le sentiment à moi-même que les choses, en fait, allaient de mieux en mieux, et que peut-être certaines choses qui avaient été tues, T-U-E-S, ou enfouies depuis l'enfance, ne demandaient qu'à surgir et qu'à se réveiller au cours des années. Parce que là, en effet, on a toujours écrit sur ce que je disais, sur Isabelle Huppert, la secrète, la retenue, et là, visiblement, on découvre une autre. La prochaine étape, c'est la franche comédie, non? Oui, encore que ça, c'est souvent malheureusement dû un petit peu au manque d'imagination des journalistes et au fait que les gens ont tendance à vous envisager selon la première image qu'ils ont de vous. Alors, en l'occurrence, pour ma part, c'était La Dentelière, mais j'ai fait bien d'autres films où je crois je témoignais déjà de possibilités de pouvoir faire des choses plus fortes, plus extérieures, plus violentes. Enfin, je pense à des films comme Loulou de Maurice Pialat ou même Les Portes du Paradis. Mais il faut les faire plusieurs fois finalement pour que ça s'affirme et pour que l'image rentre dans l'esprit des gens. Alors, cette pièce de Tourguenieff, c'est Un mois à la campagne, mise en scène par Bernard Murat. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie entre son mari et l'ami amoureux sans espoir. Et puis arrive le précepteur et tout bascule. Et elle devient à la fois amoureuse, jalouse, violente, possessive. Ça commence un peu comme Madame Bovary. Enfin, oui, moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à Madame Bovary, et c'est une pièce sur l'amour-passion, mais l'amour destructeur. Chez Tourguenieff, l'amour n'est pas salvateur, il est perdition. Oui, là, c'est une pièce sombre, c'est une noire, pièce très sombre, très méchante, voilà. Très cruelle et très féroce. L'amour est d'abord tourment et ravage. Exactement, et qui montre l'amour comme une espèce de déchirure immense et abyssale, et devant laquelle elle se retrouve dans un état de perdition absolue. Et je crois que, bien sûr, il y a des paramètres qui sont liés à l'époque, qui fait qu'il y avait peut-être une culpabilité, une raison sociale qui fait qu'elle n'osait pas transgresser cet amour. Mais je pense qu'en même temps, ce sont des sentiments qui sont tout à fait universels, parce que la jalousie, la culpabilité, les sentiments très noirs comme ça qui sont liés à la découverte du sentiment amoureux, c'est vrai de toute éternité.
et peut-être un petit peu plus depuis le début du siècle. Comment vous la décririez, Natalia Petrovna? Vous diriez qu'elle est monstrueuse, elle est touchante. Qu'est-ce qui ressort d'abord? Elle est femme, elle est vraie? Je dirais qu'elle est monstrueusement humaine, ou humainement monstrueuse. Elle est très complète, elle est à la fois frustrée, aussi épanouie, parce que finalement elle a trouvé une sorte d'équilibre, de bonheur dans cet amour platonique qu'elle entretient avec Rakitin, qui est joué par François Martouret. C'est une femme qui a envie de plaisir aussi, mais qui est en même temps désespérée, déchirée, qui se sent coupable, infiniment coupable. Je trouve que c'est beaucoup une pièce sur la culpabilité. Coupable d'éprouver de l'amour, coupable de détruire autour d'elle, coupable d'être méchante. Même à la fin, quand elle s'aperçoit que la jeune fille qui est jouée par Laura Mansky est au fond du désespoir, je crois qu'elle s'en sent très très mal. Et c'est un personnage très touchant, je trouve. Une femme très morale, finalement. Si on veut. Et, bon, le théâtre, c'était un gros effort pour vous. D'abord, c'est un texte long, c'est un jeu difficile. Et puis par rapport au cinéma, vous n'aviez pas joué au théâtre depuis 12 ans, je crois. C'est vrai que c'est très différent. On ne recommence pas 10 fois la prise. La caméra est pas à 2 doigts du visage pour capter les émotions. Les émotions, il faut les donner, les projeter. Ça vous a demandé un effort particulier, ou au fond vous étiez enchanté de... J'étais enchantée de le fournir, oui. Mais ça m'a demandé un effort immense, oui. Je ne pensais pas que c'était si difficile. D'abord la période, la gestation du rôle, la période des répétitions, qui est une période plutôt de souffrance, je trouve, où il s'agit de faire du rôle une architecture assez savante pour qu'elle ne s'écroule pas à la moindre intempérie. Et ensuite, bon, évidemment, on connaît bien le problème qui consiste à jouer tous les soirs et à retrouver toutes ces émotions. Et des émotions fortes tous les soirs. Et des émotions fortes, oui, particulièrement dans cette pièce, et particulièrement dans la version qu'en propose Bernard Murat, parce que je pense que c'est une pièce qui pouvait être jouée de diverses manières, et que lui a choisi justement de l'aborder sous cet angle très féroce, très noir, et très passionnel. Et ça demande beaucoup aux comédiens, mais c'est je crois là qu'on tire la modernité du texte de Tourguenieff. Si vous avez accepté de jouer au théâtre, c'est un peu selon le même processus que beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se disent qu'il faut sauter le pas, que pour être tout à fait complet, il faut avoir cette expérience. Parce qu'au fond, le cinéma, quoi, ce serait un peu réducteur. Ça non, suffit je pas, pense pas que j'avais une démarche aussi volontariste par rapport à ça. Ça me paraissait tout à fait normal et évident. J'avais mis le théâtre entre parenthèses pendant 12 ans. C'était une longue parenthèse, mais j'ai jamais pensé que je n'en ferais jamais. Je ne pensais pas qu'il fallait sauter un pas. Je pense que c'est dans la continuité de quelque chose. Moi, j'ai, comme on dit, une formation classique, puisque j'ai fait le conservatoire. Et ça me paraît tout à fait normal et tout à fait logique. Je suis avant tout une actrice, une comédienne, et je fais tantôt du théâtre, tantôt du cinéma. Mais ça procède quand même du même cœur. Après, c'est des petites différences techniques qui sont... Est-ce que vous recommencerez, parce que je vous ai vu quelques semaines avant en disant « Oh là là, vous aviez le trac, ce qui était tout à fait normal. » Vous dites « C'est la dernière fois que je fais une expérience comme ça, c'est trop dur, c'est trop dur. » Et maintenant qu'elle est franchie, avouez, quand on vous acclame tous les soirs, c'est formidablement gratifiant. Peut-être recommencerai. Mais c'est vrai qu'il y a 3 semaines, je me disais, mais je crois que c'est ce que se disent tous les acteurs, dans quelle situation on est allé se mettre. Et c'est vrai que c'est un sentiment de danger que l'on a en aucune façon au cinéma. Il n'y a aucun danger à faire du cinéma, il n'y a que le danger à faire des mauvais films. Quand vous lisez les critiques, est-ce que quand vous lisez une bonne critique, vous vous dites il est indulgent, ou bien il a raison, ou bien quand vous lisez une mauvaise, vous vous dites après tout il a raison, je suis peut-être très mauvaise, ou alors il s'est mal réveillé, mal luné, il a mal vu la pièce et ça vous laisse indifférente. Au fond, est-ce que vous êtes contente de vous, ou est-ce que les critiques peuvent vous déstabiliser ou pas? Oh non, je serais... On peut leur dire maintenant, ils ont tous écrit, donc c'est pas grave. Pas tout à fait tous. Non, j'espère être pas tout à fait assez bête pour être tout à fait contente de moi, mais en même temps, une critique, c'est vrai que si elle est mauvaise, elle me questionne d'une certaine façon quand même, elle me déstabilise. Disons qu'elle me déstabilise à 25% et qu'elle me laisse sûre de mes positions à 75%. Mais je pense que quand même la meilleure des critiques, c'est quand même l'autocritique. Or, moi, je suis bien placée pour le savoir, je crois que je l'ai beaucoup pratiqué dans ma vie. Au cours des années, je suis très parfaitement consciente de ce que j'ai fait de bien, de moins bien,
Et j'ai pas trop besoin qu'on m'assène des vérités. Alors vous êtes très bien entouré. Vous avez cité Très Laura bien. Mansky qui joue le rôle de Vera, de François Martouré, celui de Rakitin, qui joue le rôle de Rakitin, qui Claude est absolument Évrard, merveilleux, entre Claude autres. Évrard qui fait Spiegelski, le médecin, Michel Beaune qui joue mon mari. Alors est-ce que le fait, là aussi c'est un peu différent du cinéma, c'est peut-être moins solitaire comme travail, ou je sais pas, c'est une question peut-être naïve et stupide. Est-ce que là on a le sentiment d'être plus partie prenante, là tout le monde joue ensemble Oui. le même produit tous les soirs? C'est moins solitaire dans l'exercice proprement dit, je dirais, du fait de jouer, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs sur un plateau et on joue, et que quand on est filmé par une caméra, le cinéma c'est l'art du morcellement, on est filmé par petits bouts et on est tantôt ensemble, tantôt isolés. Donc par définition, le cinéma vous isole plus. Mais je crois que l'aventure du cinéma, aussi bien que l'aventure du théâtre, c'est quand même une aventure, c'est toujours une aventure collective, toujours. Alors vous avez hésité avant de venir à 7 sur 7. Est-ce que c'est par timidité, non pas des caméras bien sûr, mais du direct, ou parce que vous pensez de manière assez humble et modeste qu'un acteur n'a pas forcément à s'exprimer sur tout? Oui, j'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler malheureusement de ce qui ne me concerne pas directement. C'est vrai qu'à tort, on a tort d'ailleurs, parce que finalement j'ai bien regardé récemment toutes les émissions de 7 sur 7 et je pense que vous avez une façon de le mener qui coupe court à cette pensée, mais c'est vrai que... Je croyais que vous alliez dire, parce que je me suis trouvée au moins aussi à la hauteur que tous les autres. non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que cas. finalement, c'est peut-être pas si terrifiant que ça. Enfin, ça, on le verra dans 3 quarts d'heure. Et que vous savez à qui vous avez affaire. Enfin, je l'espère en tous les cas. Mais oui, je pense aussi peut-être que on n'a pas forcément à s'exprimer sur tout et qu'on nous demande beaucoup maintenant... aux acteurs, aux chanteurs, il faut forcément avoir des opinions sur tout, forcément s'exprimer sur tout. Et moi, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire. Je pense qu'on est dans un monde ultra médiatisé et qu'on en paye un peu les conséquences de ce point de vue-là. Et que moi, je m'exprime à travers mes rôles, je milite pour mes rôles. Là où je suis militante, c'est dans mon métier, dans ce que je fais et dans mes personnages. Et je n'ai pas forcément besoin d'afficher des... J'ai des convictions, mais je n'éprouve pas le besoin d'afficher mes opinions. Et de défiler avec une banderole en permanence. Mais pas tout le temps. L'arrivée au Parlement d'une extrême droite en Allemagne apparemment a créé une surprise presque aussi grande que chez nous, autrefois, celle de Le Pen. Ben oui, c'est comme disait Brecht, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Ça fait peur, ça fait très très peur. Surtout dans une ville comme Berlin, qui est... Donc une capitale particulièrement vivante, culturellement, enfin qui essaye vraiment d'être bien, de faire beaucoup de progrès, de penser qu'il y a tellement de gens qui ont répondu à l'appel de ce parti, c'est terrifiant et ça montre qu'il faut... C'est une ville très symbolique aussi, c'est une ville symbolique, oui. Donc ça fait peur. Ça fait un peu peur. Et en France, quand vous voyez le racisme, la xénophobie, vous avez une réaction quoi, de rejet, de violence, de retrait, comment vous vivez ça, vous ressentez ça? Je pense que il faut être vigilant tous les jours. Le racisme est là, il existe d'une façon très 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 larvée. Moi, ça me frappe beaucoup dans des écarts de langage comme ça. Et probablement que la plupart des gens qui ont des écarts de langage assez terrifiants, si on leur demande s'ils sont racistes ou s'ils sont antisémites, bien sûr, ils seraient choqués probablement eux-mêmes de leur part inconsciente de racisme. Je crois c'est en chacun de nous et de soi-même qu'il faut lutter contre ça. La victoire de Bernard Tapie à Marseille, ça vous a fait plaisir? Ça vous a... Parce il était candidat très, très anti-Le Pen. Enfin, il a été très marqué comme candidature anti-Front National. Absolument, ne serait-ce que pour ça, ça fait plaisir. Et l'image du gagneur, du chef d'entreprise, est-ce que... c'est pas quelqu'un dont a priori je partage complètement les valeurs. En même temps, on peut souligner aussi le paradoxe qui consiste à ce que Bernard Tapie se retrouve dans la majorité présidentielle, ce qui montre bien que en ce moment, c'est vrai qu'il y a finalement une sorte de difficulté à bien définir ce qu'est la droite, ce qu'est la gauche. Je crois que les choses sont à envisager toujours plus subtilement et toujours plus avec une tentative de compréhension vraiment très, très globale et très profonde des choses. Mais donc a priori, oui, c'était pas quelqu'un
dont je partageais complètement les valeurs, mais en même temps de penser qu'il a mis ses slogans de triomphalisme, de volontarisme au service de cette cause me l'a rendu plutôt sympathique. Et quand vous dites que vous ne partagiez pas tout à fait ces valeurs, c'est pourquoi? Parce que les valeurs de réussite, d'entreprise, de profit, tout ça vous semble... Oui, enfin je trouve qu'il est très très représentatif comme ça de certaines valeurs des années 80, peut-être par opposition un peu aux valeurs des années 70. Je pense qu'il y a un petit peu de bon à prendre dans chacune. Mais c'est-à-dire 70, c'était plutôt quoi? C'était des valeurs peut-être un peu plus idéalistes, plus spirituelles. Et j'ai l'impression qu'on a abandonné un petit peu ces valeurs dans les années 80 pour revenir à un discours plus individualiste, plus terre à terre. C'est bien de gagner, c'est bien de réussir. Ce qui est pas mal. Peut-être ça s'est fait à un moment donné au détriment d'une certaine intériorité, une certaine spiritualité, encore une fois. Et j'ai l'impression que vers les années 90, on va peut-être, je sais pas, un petit peu réunir les deux. Alors, un mot peut-être de votre intérêt ou de vos désintérêts pour la politique. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez attaché un peu aux valeurs de 68. Vous avez milité en 68, alors vous étiez très jeune. Vous étiez très concerné par le mouvement de 68. Tout le monde était concerné. Oui, mais vous étiez jeune, vous. Oui, j'étais jeune. Vous aviez 14 ans, à peine. Bon, et est-ce que depuis 68, la politique vous a rattrapé ou est-ce que vous la délaissez un peu en cours de route? Est-ce que comment est-ce que vous sentez, vous, concerné, impliqué, pétitionnaire, pas tellement? Pas tellement, mais la politique en tant que, comment dirais-je, proposition de certaines valeurs, ça j'y suis très très attachée. Le débat politique plus technique, évidemment, ça j'en suis un petit peu plus éloignée. Mais je pense que tout est politique de toute façon. L'apolitisme est un leurre et je rejoins pas ceux qui disent, surtout nous les acteurs, on est au-dessus de ça, les artistes sont en dehors des problèmes de la cité. Non, c'est pas du tout mon attitude. Mais je suis attachée à certaines valeurs. Par ailleurs, j'ai aussi un certain scepticisme qui me paraît correspondre et nécessaire, je dirais, nécessaire. Je crois que c'est toujours bien d'à la fois être attaché à certaines choses et en même temps de conserver toujours un peu de distance. Un peu de distance et de critique, oui. Vous votez ? Oui, je vote, bien sûr. Vous avez signé pour François Mitterrand avant les présidentielles. Alors, c'était quoi ça? C'était un ultime engagement politique ou est-ce que c'était au contraire... C'était pas un ultime, c'était le premier. C'était le premier, d'une longue série. Mais non, il me paraissait la bonne personne à ce moment-là, le seul possible. C'est peut-être plutôt même une sensibilité comme ça, plus culturelle que politique au sens... étroit du terme. Est-ce que, alors, à l'inverse, vous avez le sentiment, et ça, vous laissiez entendre déjà tout à l'heure, que c'est pas une raison pour autant de signer à tout moment, de s'engager. Vous faites pas partie de ce qu'on appelle des artistes engagés. Vous pensez qu'on n'a pas à tout moment à dire la marche à suivre. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que maintenant, il y a une espèce de marketing comme ça de la pétition. On en reçoit, moi, je sais pas, j'en reçois 10-15 par jour. Alors ça finit par plus vouloir dire grand-chose, ça s'annule un petit peu. Bon, il n'empêche qu'il y a des causes, enfin, je pense notamment par exemple à Amnesty International, je signerai toujours pour Amnesty International par exemple. Mais il y a une espèce de déluge comme ça de causes qu'on vous demande de soutenir. Parce qu'on pense que les artistes sont des meilleurs porte-drapeaux et que finalement... Oui, puis en plus, je ne pense pas que ça soit tout à fait bien non plus que ça se substitue aux devoirs des pouvoirs publics et aux devoirs de chaque citoyen aussi. C'est pas... Votre rapport personnel avec l'argent, il est enfin, j'imagine tout à fait clair, mais enfin, je veux dire pour vous... pas si clair que ça. Pas si clair. Bon, expliquez-moi pas si clair que ça. Est-ce que c'est pour vous quoi? Ça vous rassure? Vous dépensez tout l'argent, il vous file entre les doigts? Vous êtes plutôt une épargneuse, niante? Pas tellement, non. Pas tellement. Non, je crois que j'ai un peu le rapport à l'argent qu'ont peut-être les Français en général dans leur rapport. Il y a une très très grande différence dans les Français et leur rapport à l'argent et les Américains, pour ne citer que par exemple. C'est vrai qu'il y a une difficulté des Français avec l'argent, que n'ont pas du tout les Américains. Les Américains, vous les rencontrez, ils vous demandent combien vous gagnez, combien vous dépensez. C'est clair, c'est moins hypocrite, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de tabou. Et en France, il y a un tabou, donc je n'échappe peut-être pas à cette descendance-là, je ne sais pas. La mort de John Cassavetes, vous le connaissiez?
Non, je ne le connaissais pas, mais ça m'a rendu très triste, la mort de John Cassavetes. C'est un cinéaste qui est très particulier aux États-Unis, qui est farouchement indépendant, qui est resté indépendant toute sa vie, qui a lutté toute sa vie pour... indépendant, vous voulez dire pourquoi? Par rapport aux major compagnies, et indépendant dans sa pensée, dans sa vie, dans ses choix. Et c'est un exemple tout à fait extraordinaire de quelqu'un qui s'est battu beaucoup, je trouve, aux États-Unis pour faire exister les films qu'il voulait. Et je crois qu'il est plus reconnu en Europe, malheureusement, qu'aux États-Unis. Il est plus reconnu en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, on le connaît moins. On le connaît moins. Il est vraiment considéré, je pense, comme un grand cinéaste en Europe, et aux États-Unis comme un cinéaste marginal, qui a fait des petits films sympathiques, mais qui n'ont jamais rapporté beaucoup. Et c'est quelqu'un de très émouvant. Et moi, j'étais vraiment très triste de sa mort. TF1 diffuse ce soir Gloria, qui est un film à 20h40. Avec Gina Rowlands. Donc comme ça, tout le monde saura bien qui est John Cassavetes. Vous avez tourné en France avec les plus grands, Chabrol, Godard, Piala, et vous avez tourné aussi aux États-Unis. Ces dernières années, d'ailleurs. J'ai tourné, Les Portes du Paradis de Michael Cimino, puis un autre film, Faux témoin, il y a 2 ans. Et là aussi, c'était un hasard, ou vous vouliez un peu voir ce que c'était que le cinéma américain de près, ou c'était la rencontre de tout ça? Vous savez, la liberté de choix à cet égard d'une actrice ou d'un acteur, elle est assez réduite. Oui, un acteur peut toujours dire non, effectivement, si on lui propose d'aller tourner aux États-Unis. Mais il ne se précipite pas sur les metteurs en scène en disant « je veux tourner avec vous ». Oui, il n'a pas non plus à hésiter entre 3000 propositions. Moi, on m'a proposé d'aller tourner aux États-Unis. Ça me paraissait tout à fait normal d'y aller, étant donné les projets qu'on me proposait. Comme ça me paraît normal d'aller tourner à l'étranger en général. Moi, je trouve que faire du cinéma, si on vous le propose, c'est d'aller le faire à l'autre bout du monde. Et ça a changé votre approche du cinéma, ou c'est vraiment très différent? Le cinéma américain est plus vivant, plus libre, ou au contraire aussi... il a aussi ses contraintes, les contraintes de l'argent qui peuvent en être. Non, ça n'a pas du tout changé mon approche du cinéma. Chaque cinéma, je crois, ressemble à l'économie qu'il génère. Et en l'occurrence, pour les films que j'ai faits... le cas des Portes du Paradis est un cas un petit peu à part, justement, parce que c'était un film qui était un gros film hollywoodien, entre guillemets, comme on peut dire, mais qui était en fait véritablement un film d'auteur, comme on en a plutôt le concept en Europe. Alors vous êtes à la télévision ce soir. On a le sentiment que, je sais pas, que vous n'aimez pas tellement la télévision. On vous y voit rarement, c'est peut-être par protection, non? Oui, j'aime pas beaucoup y aller. Enfin, je choisis mes apparitions. C'est bien. J'en félicite. J'en fais pas. Vous tournez pas. Non, j'ai tourné pour la télévision, mais ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Si on me proposait des choses intéressantes, j'y regarderai 2 fois, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Avis aux amateurs. Alors, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été nommé la semaine dernière. Vous en attendez quelque chose? Je parle des rapports cinéma-télévision. Oui, on en attend qu'il frappe fort quand il faut frapper fort. C'est-à-dire que les quotas soient respectés, que les quotas de qualité, si c'est possible, le soient respectés. Je crois que tout le monde réclame une télévision de qualité, une télévision qui respecte la culture française aussi, qui ne se laisse pas envahir par le marché américain, qui soit responsable de production française aussi. C'est ce qui s'exporte le mieux, vous savez, de toute façon, les choses qui sont... Il n'y a rien de plus local que le western, et c'est ce qui s'est exporté le mieux dans le monde entier. Donc je trouve que la démarche qui consiste à faire des produits un peu bâtards, anglais, pourquoi? Je veux dire, ça sert à rien. Autant tourner français, produire français. Oui. Et on a vu d'ailleurs le succès qu'a eu Jean de Florette à travers le monde, extraordinaire. Donc c'était à la fois Claude Berry, Pagnol, Montand, c'était beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que la télévision fait du mal au cinéma, ou que c'est un faux problème, un faux procès, qu'après tout les deux peuvent vivre et vivent bien? Et qu'est-ce qui est la cause de la crise du cinéma? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le manque de bons scénarios? Je crois qu'il y a plusieurs éléments dans la cause de la crise du cinéma. Moi, je crois que les racines du mal, elles sont plus profondes que simplement les rapports entre le cinéma et la télévision. Il y a un éclatement du paysage audiovisuel, parce qu'il faut l'appeler comme ça, depuis ces dernières années, qui est irrépressible, qu'on peut pas endiguer de toute façon. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien comme ça, la multiplicité des chaînes. La télévision, c'est une force, c'est une richesse, ça doit être un instrument
au service de la culture, de l'éducation, aussi de la distraction, mais de la distraction intelligente. Et c'est quelque chose qu'il ne s'agit pas de rayer la carte, puisque ça existe, mais ça modifie forcément les données du cinéma. Et je crois que le cinéma doit s'ajuster par rapport à ça. La télévision peut commencer peut-être par effectivement être plus partie prenante dans la production aussi, puisque finalement on fournit une bonne partie des programmes de la télévision, donc il faudrait que la télévision participe encore plus à la production de films. Mais la vraie crise de fréquentation, c'est difficile d'y remédier parce qu'on n'emmène pas les spectateurs de force dans les salles de cinéma. Et donc c'est à ça que je pensais quand je disais que c'était plus un problème de fond. Je pense aussi que le désir profond du spectateur a été complètement modifié ces dernières années. C'est vrai qu'avant, les seules images qui bougeaient, c'était le cinéma de quartier. On sortait pour aller au cinéma. Alors maintenant, il y a une telle intrusion des images dans les maisons que il faut retrouver un désir. Et du spectacle. Le désir, il se retrouvera peut-être de lui-même. C'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on peut tellement contrôler. Alors, on a vu des images multiples à tout à l'heure de météo un peu folle, de pollution généralisée, de Tchernobyl 3 ans après, où on découvre que c'était peut-être dangereux pour les habitants, mais on ne leur avait jamais dit. Est-ce que tous ces thèmes écologiques vous touchent, vous laissent indifférente? Ils m'ont laissé pendant longtemps indifférente et ils commencent à beaucoup me toucher. Et peut-être, d'ailleurs, les médias en France en sont aussi en partie responsables, parce que je trouve que les médias ne se sont pas beaucoup sensibilisés au problème de l'écologie. Il n'y a qu'à voir Tchernobyl, qui a été très peu dénoncé quand c'est arrivé il y a quelques années. Comme par hasard, le nuage s'est arrêté au port de la France, et en France, on en a pas parlé. Vous voulez dire qu'on a beaucoup parlé sur ce qui se passait là-bas, mais pas tellement là-bas, ou même en Italie et en Suisse, c'est pas du tout en France, alors que chacun sait que les conséquences de Tchernobyl sont arrivées jusque chez nous. Ça, les médias en sont très responsables. Et je crois que c'est un problème maintenant dont il faut beaucoup parler. Tout ce qui se passe, le problème des bombes à aérosols. Alors évidemment, on ne demande pas aux entreprises de résoudre ça du jour au lendemain, parce qu'on imagine que, par exemple, pour une industrie automobile, de transformer complètement la composition des pots d'échappement, c'est compliqué, mais que les gens soient conscients quand même, qu'ils soient conscients du problème du Brésil aussi. C'est terrifiant ce qui se passe en Amazonie, c'est le poumon de la Terre, et c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Vous voyez, Isabelle Huppert, vous avez des tas de choses à dire sur tout. Et en tout cas, je vous remercie d'être venue et de les avoir dites.